Alors, conformément à ce qui avait été annoncé, n'est-ce pas, après cette biographie, disons, de Jean-Jacques Rousseau que nous avons vue la dernière fois, un peu rapidement et sommaire, j'avais annoncé comme thème Rousseau et l'art. D'abord parce que c'est peut-être aussi un sujet original. On n'a jamais traité de l'art, mais ce sera difficile de traiter en une séance de l'art, et peut-être qu'on reviendra sur cette notion d'art. Mais l'autre raison aussi qui me pousse à traiter, disons, de ce thème, c'est que le premier grand écrit de Jean-Jacques Rousseau, dont je vous ai donc donné quelques extraits, a trait à l'art, et on peut dire que c'est un écrit fondateur, parce que la pensée de Jean-Jacques se trouve déjà dans ce texte, au moins de façon implicite, et c'est ce qu'on va essayer de voir. Alors, c'est essentiellement sur le discours sur les sciences et les arts que je discourrai ce soir, n'est-ce pas? Ce discours a été écrit en 1750. Je crois vous avoir raconté l'histoire de ce discours la dernière fois. Jean-Jacques Rousseau est à Paris et il se rend à Vincennes. Alors, on passait probablement par des sentiers, par un peu de végétation à l'époque. C'était pas aussi dense en urbanisme. Et donc Rousseau s'y rend à pied parce que de fait il aime marcher, il aime être dans la nature. Il va voir son ami Denis Diderot, qui est enfermé à la prison à Vincennes, mais qui jouit d'une certaine clémence puisqu'on peut aller le visiter. Donc il y va, pour lui c'est l'occasion de marcher, c'est l'occasion d'être dans la nature, mais c'est aussi l'occasion de lire. Il aimait lire, s'arrêter, on dit qu'il avait toujours quelques papiers sur lui, vierges, sur lesquels il pouvait écrire. Il avait un stylo, donc dès qu'il avait une idée, il la notait, enfin voilà, quelque chose d'assez champêtre, vous voyez. Donc Jean-Jacques Rousseau se dirige vers Vincennes, on est en 1749, et il a avec lui une revue qui s'appelle Le Mercure de France. Et c'est dans cette revue qu'il trouve une question qui est mise en concours par l'Académie de Dijon. Cette question, il la formule ainsi au début même de sa réponse. Elle est ainsi formulée. Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs. Voilà, c'est exactement à cette question que Rousseau va répondre. C'est cette question que nous allons un peu développer, enfin du moins c'est sa réponse que nous allons commenter là, ce soir. Et ce texte traite finalement des sciences, des arts et aussi des mœurs, c'est-à-dire d'une certaine façon des relations qui existent entre les sciences et les arts d'une part et les mœurs d'autre part, ou la politique aussi. Parce que in obliquo, comme on dirait, de travers, c'est aussi ce que vise Rousseau, et vous le savez, les mœurs appartiennent aussi à la vie politique. Un bon chef politique a le souci des mœurs de son peuple. Et en fait, le seul but d'un chef politique, c'est d'avoir un peuple qui soit bon et vertueux, c'est tout. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup, mais... Alors, il lit la question dans le Mercure, et pour lui, c'est l'illumination. L'illumination de sa vie. Il entrevoit, comme il le dit lui-même, un grand et système. Il est enthousiaste, il prend des notes. C'est pour lui une vraie conversion. Il va voir, donc il rencontre Diderot, il lui explique ce qu'il vient de lire, ce qu'il entreprend, ce qu'il veut écrire, et Diderot lui dit, il faut y aller, allez vas-y, écris, quoi. Donc il écrit, et puis tout cela il le raconte, n'est-ce pas, dans plusieurs endroits, dans les Confessions, au livre 8, dans les Dialogues, dans les Rêveries, c'est la 3e promenade. Bref, il écrit à l'Académie de Dijon, et puis il faut attendre une petite année, et au bout d'une année, eh bien, son texte est couronné de succès puisqu'il remporte le prix de l'Académie en 1750. Il y aura quelques petits rajouts, des notes, me semble-t-il, mais pas grand-chose. Rousseau est désormais connu du monde entier grâce à ce texte qui s'appelle désormais le discours sur les sciences et les arts, et qui n'est donc rien d'autre que la réponse à la question du rétablissement des sciences et des arts comme contribution à l'épuration des mœurs.
c'est pour lui le début vraiment d'un cheminement intellectuel, on va le voir, et on retrouvera les fondements. Et en fait, tout le reste va être comme un développement ou on peut dire une explicitation de toute sa pensée qui est déjà contenue en germe dans ce discours. Alors c'est un discours qui n'est pas très long, c'est une vingtaine de pages, disons. Alors je ne vous en ai donné que des extraits, les extraits les plus significatifs qu'il va être intéressant de lire et de commenter, c'est là qu'on va retrouver une partie de la substance de la pensée de Rousseau. Alors, il s'agit d'étudier les rapports entre l'art et les sciences, et on met les deux sur le même pied. L'art, c'est-à-dire, ici il faut comprendre tout ce qui est issu de la Renaissance, et puis les sciences. Rousseau, on le verra, comprend aussi la philosophie, donc pas simplement les sciences physiques, le développement qui a eu lieu, parce qu'on est un siècle où les grands développements ont lieu, les développements scientifiques, Newton est déjà passé, donc c'est l'essor de la science, Descartes est déjà passé, c'est l'essor d'une nouvelle philosophie, donc tout est compris dans ce thème. Les sciences, c'est non seulement les sciences qu'on appellerait aujourd'hui physiques, et puis c'est aussi la philosophie. Voilà, donc il va essayer de répondre à cette question. Je vais vous lire quelques extraits, et quand j'arriverai aux extraits que je vous ai donnés, je vous le dirai. Voici la première phrase de la première partie. Il n'y a que 2 parties dans ce texte. Voilà comment commence la première partie. C'est un grand et beau spectacle de voir l'homme sortir en quelque manière du néant par ses propres efforts, dissiper par les lumières de sa raison les ténèbres dans lesquelles la nature l'avait enveloppé, s'élever au-dessus de lui-même, s'élancer par l'esprit jusque dans les régions célestes, parcourir à pas de géant ainsi que le soleil la vaste étendue de l'univers, et, ce qui est encore plus grand et plus difficile, rentrer en soi pour y étudier l'homme et connaître sa nature, ses devoirs et sa fin. Toutes ces merveilles se sont renouvelées depuis peu de générations, c'est-à-dire depuis la Renaissance. L'esprit a ses besoins, ainsi le corps, ceux-ci sont les fondements de la société, les autres en sont l'agrément. Alors, voyez, l'esprit a ses besoins, ainsi que le corps, je ne voulais pas donner cette phrase, ceux-ci sont les fondements de la société, les autres en sont l'agrément. Les fondements de la société, ce sont donc les besoins du corps, l'agrément, ce sont les besoins de l'esprit. Et cette distinction entre le corps et l'esprit chez l'homme et dans la société, Rousseau va y revenir régulièrement. C'est pour ça que je souligne déjà la phrase. On va la retrouver dans le premier passage que je vous ai donné. Tandis que le gouvernement et les lois pourvoient à la sûreté et au bien-être des hommes assemblés, les sciences, les lettres et les arts, moins despotiques et plus puissants peut-être, étendent des guirlandes de fleurs sur les chaînes de fer dont ils sont chargés, étouffant en eux le sentiment de la liberté originelle. Alors c'est intéressant. Et j'en arrive juste avant votre texte, le texte que je vous ai donné. Peuple policé, cultivez les talents, heureux esclaves, vous devez ce goût délicat et fin dont vous vous piquez, cette douceur de caractère et cette urbanité de mœurs qui rendent parmi vous le commerce si liant et si facile, en un mot, les apparences de toutes les vertus sans en avoir aucune. Et là déjà, quand il dit ça, il s'attaque aux arts et aux sciences. Que dit-il ? En un mot, vous avez grâce aux arts et aux sciences, qui sont l'ornement, l'agrément de la vie humaine, qui sont les guirlandes, qui étouffent le sentiment de la liberté originelle, les arts et les sciences vont vous donner toutes les apparences des vertus, sans en avoir aucune. Et là, on rentre dans la thèse de Jean-Jacques Rousseau, vraiment et directement. C'est par cette sorte de politesse d'autant plus aimable qu'elle affecte moins de se montrer que se distinguèrent autrefois Athènes et Rome. Bon, j'en arrive à votre texte. Le premier que vous avez est assez long. Qu'il serait doux de vivre parmi nous si la contenance extérieure était toujours l'image des dispositions du cœur. Donc voyez, il revient sur cette opposition que je vous ai donnée entre l'apparence et la vertu que l'on a, c'est-à-dire entre l'être et le paraître.
Et ça, c'est une opposition qui est très forte et qui va être sous-tendue dans tout le texte de Rousseau. Une opposition qui existe entre ce que l'on est et ce que l'on paraît. Et en fait, cette opposition vient de quoi? Enfin, disons, cette opposition de fait, elle est telle que, à l'époque où Rousseau écrit, les hommes, disent-ils, paraissent, c'est-à-dire sont extérieurement ce qu'ils ne sont pas en réalité intérieurement. C'est-à-dire qu'ils paraissent tels qu'ils ne sont pas. Autrement dit, ils ont les apparences ou l'image de la vertu, mais ils n'en ont pas la réalité. C'est ce qu'il dit. Et en fait, quand la première phrase que vous lisez, n'est-ce pas, dans le texte que je vous ai mis, qu'il serait doux de vivre parmi nous, ici c'est un souhait. Or, un souhait, c'est le désir de quelque chose que l'on n'a pas. Donc, en formulant ce souhait, Rousseau dit clairement, eh bien, ce que je souhaite n'existe pas. La contenance extérieure, alors qu'il serait doux de vivre parmi nous si la contenance extérieure était toujours l'image des dispositions intérieures. Donc, il serait agréable de vivre entre nous si nous apparaissions tels que nous étions. Il continue, si la décence était la vertu, c'est-à-dire si les formes de politesse extérieure, si les apparences encore, étaient la vérité de la vertu. Si nos maximes nous servaient de règles, c'est-à-dire si nous pouvions vraiment énoncer les maximes que nous énonçons et que nous en vivions en vérité. Car il est facile de dire des maximes, il est plus difficile d'en vivre, n'est-ce pas? Si la véritable philosophie était inséparable du titre de philosophe. Et là, il s'attaque, et on reverra, je crois que je vous l'ai donné l'autre passage, il s'attaque déjà aux philosophes des Lumières. Rousseau va se mettre à dos les philosophes des Lumières, et particulièrement Voltaire. Et il ajoute, tant de qualités vont trop rarement ensemble. C'est-à-dire qu'il est rare de trouver l'être et le paraître, ou il est rare de trouver un paraître qui s'accorde avec un être qui s'accorde avec le paraître, ou un paraître qui s'accorde avec l'être. Voilà pourquoi il ajoute aussitôt, et la vertu ne marche guère en si grande pompe. C'est-à-dire que là où il y a l'éclat et le faste, et on est dans l'après, dans l'après-Renaissance, n'est-ce pas? Là où il y a l'éclat et le faste, c'est-à-dire la grande pompe, les grandes politesses, les grandes tournures littéraires, tout ce que vous voulez, derrière, il n'y a pas la vertu. C'est ce que dit Rousseau. La richesse de la parure peut annoncer un homme opulent, et son élégance un homme de goût. L'homme sain et robuste se reconnaît à d'autres marques. Encore une fois, c'est toujours la même chose qu'il dit. Il écrit bien, ça on ne peut pas le lui reprocher. Mais, autrement dit, la richesse ne fait pas la vertu. Et ceux qui apparaissent riches ne montrent pas la vertu. Car le vertueux, ou l'homme sain et robuste, se reconnaît à d'autres marques. C'est sous l'habit rustique d'un laboureur, et non sous la dorure d'un courtisan, qu'on trouvera la force et la vigueur du corps. La parure n'est pas moins étrangère à la vertu, qui est la force et la vigueur de l'âme. L'homme de bien est un athlète qui se plaît à combattre nu. Il méprise tous ces vils ornements qui gêneraient l'usage de ses forces et dont la parure n'ont été inventées que pour cacher quelques difformités. Et là, derrière, vous voyez cette opposition entre être et paraître, Rousseau, sans le nommer encore, mais on va le voir juste après, apporte une autre opposition qui se greffe sur l'être et le paraître, qui est une opposition entre la nature et la culture. Et sous le mot de culture, il faut véritablement entendre la science et l'art. Pourquoi ? Mettons nature et art pour commencer, mais ça revient au même. La parure n'est pas moins étrangère à la vertu, qui est la force de la vigueur de l'âme. L'homme de bien est un athlète qui se plaît à combattre nu. Il ne s'agit pas nécessairement d'une nudité physique, mais il s'agit de revenir à la nature, c'est-à-dire à ce que l'homme n'a pas vraiment ajouté de par son art. Voyez ? Il méprise les vils ornements qui gêneraient l'usage de ses forces, et dont la plupart n'ont été inventés que pour cacher quelques difformités. Autrement dit, la culture est là pour masquer des faiblesses de la nature ou une nature qui n'est pas assez bien développée. Donc vous voyez, là, on aborde une autre opposition qui se greffe sur la première, être et paraître,
C'est l'opposition entre la nature et l'art, entre la nature et la culture. Et le paragraphe suivant que vous avez là, dans la suite, est tout aussi explicite. Avant que l'art eût façonné nos manières et appris à nos passions à parler un langage apprêté, nos mœurs étaient rustiques, mais elles étaient naturelles. Nos mœurs étaient rustiques, mais naturelles. C'est-à-dire, elles étaient bonnes, au fond. Elles étaient rustiques, c'est-à-dire qu'elles n'avaient aucune apparence, elles n'avaient aucune forme de politesse. Elles étaient grossières dans ce sens-là. Elles n'étaient pas polissées, c'est ce qu'il veut dire. Elles étaient rustiques. Elles n'étaient pas étouffées par l'art. Et alors, on va plus loin dans l'opposition. Et c'est déjà la conclusion qui est donnée dans ce texte, et on y reviendra à la fin. Après, le reste est un développement où ce sont des exemples qu'il va donner. Mais il y a comme une progression, si vous voulez, entre la première opposition entre l'être et le paraître, d'accord? Une opposition, vraiment. Deuxième opposition entre la nature et l'art. Et puis, troisième opposition, ici, on pourrait presque aller plus loin, c'est entre la nature et la vie politique. Vous voyez, nos manières, avant que l'art eût façonné nos manières, appris à nos passions à parler un langage apprêté, et tout cela, c'est la relation avec autrui. Donc c'est ce qui définit la vie politique. La vie politique, c'est une relation avec les autres hommes. Eh bien, avant que l'art nous eût appris à vivre de façon politique, nos mœurs étaient rustiques mais naturelles. Et vous voyez où on arrive, avec ces grandes oppositions qui sont vraiment le fond de la pensée de Jean-Jacques Rousseau. La différence des procédés a annoncé au premier coup d'œil celle des caractères. La nature humaine, au fond, n'était pas meilleure, mais les hommes trouvaient leur sécurité dans la facilité de se pénétrer réciproquement, et cet avantage dont nous ne sentons plus le prix leur épargnait bien des vices. C'est-à-dire que n'ayant pas les apprêts de la vertu, la parure de l'art, de la science, la politesse et finalement l'hypocrisie, comme il dira, et finalement l'hypocrisie de toutes les apparences, eh bien les hommes pouvaient s'apparaître entre eux tels qu'ils étaient. Sans la vertu, sans l'art et sans la science, n'est-ce pas? Et donc ils pouvaient se connaître véritablement tels qu'ils étaient. L'art et la science ont apporté de telles choses que désormais les hommes ne s'apparaissent plus entre eux tels qu'ils sont, et donc ne se connaissent plus ou ne connaissent plus mutuellement le fond de leur cœur. Voyez? Voilà donc les grandes oppositions que donne Rousseau, et la suite de cette longue citation que je vous ai donnée. Aujourd'hui, que des recherches plus subtiles et un goût plus fin ont réduit l'art de plaire en principe, voyez, l'art de plaire en principe et non pas l'art d'être, il règne dans nos mœurs une vile et trompeuse uniformité, et tous les esprits semblent avoir été jetés dans un même moule. Sans cesse la politesse exige, la bienséance ordonne, sans cesse on suit des usages, jamais son propre génie. Vous voyez, toujours l'apparaître qui est codifié, un peu je dirais l'honnête homme, ou l'aboutissement de l'honnête homme tel qu'il était pensé au XVIIe siècle. Vous voyez? Et donc ici, que dit-il? L'art est devenu de l'artificiel. C'est-à-dire une façade trompeuse. Et la phrase suivante est plus explicite encore, on n'ose plus paraître ce qu'on est. C'est-à-dire qu'on va user de politesse, mais la politesse va masquer ce que l'on pense. On va user de courtoisie, mais la courtoisie ne va pas révéler le fond de ce que nous pensons de la personne à laquelle nous nous adressons. En fait, les usages, et c'est ce qu'il entend ici par art et science pour l'instant, ont dénaturé les rapports entre les hommes, qui ne sont plus que des rapports d'hypocrisie et donc plus des rapports de franchise, parce que la nature n'apparaît plus telle qu'elle est. Elle est masquée par cette apparence, par cette façade, d'art, d'artificiel, de politesse. Il y a une uniformité qui fait que les individualités n'apparaissent plus comme ils sont, dit-il. Et dans cette contrainte perpétuelle, et voyez, le mot contrainte vient bien dire ici une opposition à la nature. La politesse
comment dire, et tout ce qu'il dénonce ici, il a dénoncé la littérature, les formes aussi de s'exprimer, sont des contraintes perpétuelles. Les hommes qui forment ce troupeau qu'on appelle société, placés dans les mêmes circonstances, feront tous les mêmes choses si des motifs plus puissants ne les en détournent. On ne saura donc jamais bien à qui l'on a affaire. Il faudra donc, pour connaître son ami, attendre les grandes occasions, c'est-à-dire attendre qu'il n'en soit plus temps, puisque c'est pour ces occasions mêmes qu'il eût été essentiel de le connaître. Donc c'est quand on sera en dehors de la société, voyez, et de ces formes de politesse que l'on va enfin connaître ceux qui nous sont proches. Alors, quelle est la cause? Le paragraphe qui suit, je ne vous l'ai pas donné. Quel cortège de vices n'accompagnera point cette incertitude? Plus d'amitié sincère, plus d'estime réelle. Ça, c'est la conséquence, n'est-ce pas? Tout n'est qu'apparence, donc même les amitiés sont superficielles. C'est ça, la façade, c'est ce qui est superficiel, c'est le paraître. Les soupçons, les ombrages, les craintes, la foudreur, la réserve, la haine, la trahison se cacheront sans cesse sous ce voile uniforme et perfide de politesse. On voit, vous vous souvenez, dans la biographie que je vous ai donnée, il y a quand même, comment dire, une certaine maladie de paranoïaque chez Rousseau. Et là, vous voyez, les soupçons, les ombrages, les craintes, la froideur, la réserve, la haine, la trahison. Bon, là, c'est Rousseau là qui apparaît tel qu'il est. Se cacheront sans cesse sous ce voile uniforme et perfide de politesse, sous cette urbanité si vantée que nous devons aux lumières de notre siècle. Et là, il s'attaque directement aux lumières. Donc derrière, eh bien, c'est Voltaire, entre autres, qui est visé, et tout ce cercle auquel il a accès, hein, puisqu'il les a fréquentés, ces gens-là. On lui a même demandé de participer à l'encyclopédie, alors pour des articles pour lesquels il était compétent, c'est-à-dire des articles sur la musique, et voilà. Mais donc il les connaît bien. Et avec ironie, il conclut en disant « Telle est la pureté que nos mœurs ont acquise ». Une pureté absolument, comment dire, extérieure, une pureté artificielle, c'est ironique, n'est-ce pas? C'est ainsi que nous sommes devenus des gens de bien. C'est-à-dire qu'on juge un homme bon à la façade qu'il présente et non pas à ce qu'il est. Et là, il dénonce toujours les lumières, n'est-ce pas? C'est aux lettres, aux sciences et aux arts à revendiquer ce qui leur appartient dans un si salutaire ouvrage. J'en arrive à la deuxième citation que je vous ai donnée sur la première page, où il développe vraiment sa thèse, vous allez voir. Où il n'y a nul effet, il n'y a point de cause à chercher. Mais ici l'effet est certain, la dépravation est réelle, et nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection. Voilà donc toute la thèse de Rousseau résumée ici. Nos âmes se sont corrompues à mesure que nos sciences et nos arts se sont avancés à la perfection. Dira-t-on que c'est un malheur particulier à notre âge? Non. Messieurs, les mots causés par notre vaine curiosité, et là la curiosité, c'est la curiosité intellectuelle, c'est-à-dire le goût de la science, et des sciences telles qu'elles étaient développées au XVIIIe siècle. Donc on est en plein essor malgré tout. Les mots causés par notre vaine curiosité sont aussi vieux que le monde. L'élévation et l'abaissement journalier des eaux de l'océan n'ont pas été plus régulièrement assujettis au cours de l'astre qui nous éclaire durant la nuit que le sort des mœurs et de la probité au progrès des sciences et des arts. Donc là, il conclut de façon scientifique, il y a le même rapport entre la lune qui provoque les marées qu'entre les sciences et les arts qui provoquent la dépravation des mœurs. C'est un rapport de cause, dit-il. Là où la lune est cause des marées, là, la science et les arts sont cause de la dégradation des mœurs. Et la dernière phrase de ce petit paragraphe, c'est « On a vu la vertu s'enfuir à mesure que leur lumière s'élevait sur notre horizon, et le même phénomène s'est observé dans tous les temps et dans tous les lieux. » On a vu la vertu s'enfuir à mesure que leur lumière, c'est-à-dire le développement des sciences, c'est ça la lumière, que le développement des sciences s'élevait sur notre horizon. Je cherche un... Donc il y a une première opposition entre être et paraître,
Une opposition ensuite entre nature et art. Et culture. On peut mettre culture aussi. Et on va le voir sous-tendu encore entre nature et, mettons, politique. En fait, dit-il, la science et les arts causent les mauvaises mœurs, mettons. Alors après, je vous ai sauté de très nombreux paragraphes, quelques pages, disons, parce que ensuite il développe cette idée de façon historique. Rousseau a beaucoup lu dans son enfance et son père lui a fait pas mal lire des ouvrages sur l'histoire de Rome, sur l'histoire antique, disons. Donc il connaissait, il aimait, il aimait lire, et il a dévoré, et peut-être il a rêvé ressembler à l'un ou l'autre. Bon, alors donc il prend l'Égypte, première école de l'univers, la Grèce, jadis peuplée de héros, Ennius et Terence, que Rome, fondée par un pâtre et illustrée par des laboureurs. Et voyez, fondée par un pâtre, illustrée par des laboureurs. Donc Rome a été fondée par des gens de la nature. Rome était bon à l'origine. Et puis Rome commence à dégénérer au temps de Ennius, Terence, donc des intellectuels. Et puis ensuite, il dénonce Ovide, Catulle, Martial, foule d'auteurs obscènes dont les noms seuls alarment la pudeur. Et Rome, jadis le temple de la vertu, c'est-à-dire du temps des pâtres, n'est-ce pas, devient le théâtre du crime. L'argumentaire est très joli, c'est bien écrit, je vous assure. Que dirais-je de cette métropole de l'Empire d'Orient? Et puis il continue les exemples. Et pourquoi chercher dans des temps reculés des preuves d'une vérité dont nous avons sous nos yeux des témoignages subsistants? Et il continue. Opposons à ces tableaux celui des mœurs du petit nombre des peuples qui, préservés de cette contagion des vaines connaissances, ont fait par leur vertu leur propre bonheur. Et là, à contrario, il donne d'autres exemples. Alors il parle des premiers Perses, il parle des Germains, il parle des Scythes. Il parle de Rome dans les premiers temps. Voyez. Et puis il donne ensuite l'exemple de Sparte, qu'il aime beaucoup. Et il l'oppose à Athènes. Athènes devint le séjour de la politesse et du bon goût, le pays des orateurs et des philosophes, élégance des bâtiments qui répondait à celle du langage. Et c'est d'Athènes que sont sortis ces ouvrages surprenants qui serviront de modèle dans tous les âges corrompus. Alors je passe. Il cite Rousseau même Rousseau cite Socrate. Socrate qui faisait preuve d'ignorance. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et ça, Rousseau en est très fier. Voilà donc le plus sage des hommes à propos de Socrate au jugement des dieux et le plus savant des Athéniens au sentiment de la Grèce entière, Socrate faisant l'éloge de l'ignorance. Voyez. Donc il assimile l'ignorance à la vertu. Enfin, disons comme cause de la vertu. Socrate avait commencé dans Athènes, dit-il, le vieux Caton continua dans Rome, de se déchaîner contre ces Grecs artificieux et subtils. Ô Fabricius, ensuite. C'est très, très remarquablement bien écrit, je passe. Et puis ensuite, dit-il, franchissons la distance des lieux et des temps et voyons ce qui s'est passé dans nos contrées sous nos yeux. Ou plutôt écartons des peintures odieuses qui blesseraient notre délicatesse et épargnons-nous la peine de répéter les mêmes choses sous d'autres noms. Parmi nous, il est vrai, Socrate n'eut point bu la ciguë, mais il eut bu, dans une coupe encore plus amère, la raillerie insultante et le mépris, 100 fois pire que la mort. Et là, c'est une allusion
Voltaire et puis aux Lumières. Et la conséquence, eh bien je vous la donne, c'est le dernier paragraphe de cette première partie là que je vous donne. Voilà comment le luxe, la dissolution et l'esclavage ont été de tout temps le châtiment des efforts orgueilleux que nous avons faits pour sortir de l'heureuse ignorance, et il faut noter, hein, l'heureuse ignorance où la sagesse éternelle nous avait placés. Voyez. Donc ceux qui se sont instruits sont petit à petit devenus dépravés. Ceux qui ont voulu garder l'ignorance, eh bien, sont restés heureux, c'est-à-dire vertueux. Le voile épais dont elle a couvert toutes ces opérations semblait nous avertir assez qu'elle ne nous a point destinés à de vaines recherches. C'est-à-dire que la difficulté que l'on a à apprendre, et peut-être même, n'est-ce pas, et aucun d'entre nous, n'est-ce pas, ne le contestera, la difficulté que nous avons éprouvée lorsqu'il s'agissait d'aller à l'école, n'est-ce pas, était un don des dieux. Et oui, c'était la réaction naturelle de ce qu'il nous fallait cultiver, l'heureuse ignorance, pour ne pas tomber dans la sagesse, dans la science ou dans l'art, et ainsi bien pour rester avec des mœurs simples, c'est-à-dire vertueux. Peuple, c'est toujours dans la citation que je vous mets, « Sachez donc une fois que la nature a voulu vous préserver de la science comme une mère arrache une arme dangereuse. » Il y a quelque chose de vrai, hein. Comme une mère arrache une arme dangereuse des mains de son enfant, que tous les secrets qu'elle vous cache, la nature, sont autant de mots dont elle vous garantit, et que la peine que vous trouvez à vous instruire n'est pas le moindre de ses bienfaits. Les hommes sont pervers, il serait pire encore s'ils avaient eu le malheur de naître savants. Donc là, le lien est clair, hein. Il y a entre la science et la perversion un lien de cause à effet très clair pour Rousseau. Il termine, c'est la fin de la première partie, en disant que ces réflexions sont humiliantes pour l'humanité. Et il aborde donc la deuxième partie. Voilà comment il finit la première partie. Considérons donc les sciences et les arts en eux-mêmes, voyons ce qui doit résulter de leur progrès et ne balançons plus à convenir de tous les points où nos raisonnements se trouveront d'accord avec les inductions historiques. Donc là, il va montrer les conséquences, ou plutôt comment les conséquences sont venues de la science et des arts. Alors, nous abordons la seconde partie, je vous ai mis un peu plus d'extraits, même si elle est légèrement plus courte. Ce sont les extraits les plus célèbres. Le premier paragraphe que je vous donne est certainement le plus cité de ce discours. C'est une ancienne tradition passée de l'Égypte en Grèce qu'un dieu ennemi du repos des hommes était l'inventeur des sciences. C'est ici le mythe de Prométhée, n'est-ce pas? Ce titan, un dieu ennemi du repos des hommes, vous voyez, qui a volé le feu à Zeus, c'est comme ça hein, dans la mythologie. Prométhée a volé le feu à Zeus et l'a donné aux hommes. Alors vous savez, Zeus s'est mis en colère et puis c'est là qu'il a enchaîné Prométhée et l'a condamné chaque jour à voir son foie dévoré par un aigle. Et la nuit, le foie repoussait, je crois, et le lendemain, l'aigle revenait lui manger le foie. Et puis on dit que Zeus a enseigné aussi la métallurgie aux hommes. Donc vous voyez, pas Zeus, Prométhée, pardon. Alors voyez cette fable qui vient, dit-il, des Égyptiens et comment dire, des Grecs, eh bien, elle prouve bien que Prométhée est l'ennemi des hommes. Pourquoi? Et parce que Zeus l'a châtié. C'est donc que Zeus voulait protéger les hommes. Quelle opinion fallait-il donc eussent d'elles, les Égyptiens, même chez qui elles étaient nées? C'est qu'ils voyaient de près les sources qui les avaient produites. Bon. Je passe, et à la fin de ce même paragraphe, la phrase suivante, vous avez ici la cause même de la science. L'astronomie est née de la superstition. Alors ça, c'est très cité. L'éloquence de l'ambition, de la haine, de la flatterie, du mensonge.
la géométrie de l'avarice, la physique d'une vaine curiosité, toute, et la morale même de l'orgueil humain. Les sciences et les arts doivent donc leur naissance à nos vices, et nous serions moins en doute sur leurs avantages s'ils la devaient à nos vertus. Vous voyez, donc là c'est clair. Les sciences et les arts ont entraîné les mauvaises mœurs, mais ils ont pour ignorance, ils ont pour cause, eux-mêmes, les vices de l'homme. Pourquoi sommes-nous devenus polis? Par flatterie ou par hypocrisie? Pourquoi y a-t-il eu des astronomes? Parce qu'ils étaient superstitieux et qu'ils voulaient découvrir dans les astres de quoi satisfaire leur superstition. Et même pourquoi la morale existe-t-elle? Mais à cause de l'orgueil de l'homme qui veut sa perfection. Les sciences et les arts doivent donc leur naissance à nos vices. C'est bien tourné, quand même. Oui. Parce qu'à la limite, on dit, tiens, c'est pas... Oui, pourquoi pas, oui. Bon. Il y a dans ce paragraphe peut-être quelque chose de vrai, mais la principale erreur que fait ici Rousseau, c'est qu'il confond deux mots qui sont distincts, c'est la cause et l'occasion. Autre est la cause, autre est l'occasion. Rousseau dit que le vice est la cause de la science et des arts. Or, il faut dire, en réalité, que le vice n'est pas la cause de la science et des arts, il n'en est que l'occasion. Et ce n'est pas pareil. Parce que la cause, c'est ce dont découlent les faits, c'est-à-dire que l'effet est nécessairement lié à elle, puisqu'il en découle. La cause produit l'effet, tandis que l'occasion, comme le nom l'indique, l'effet ne découle pas d'elle, mais elle était une circonstance au cours de laquelle l'effet a découlé d'une cause. Vous voyez la distinction? La cause produit un effet, tandis que l'occasion ne produit pas l'effet. L'occasion est la circonstance dans laquelle un effet est produit par une cause. Alors, que le vice soit l'occasion de certaines sciences, c'est bien possible. Mais qu'il en soit la cause, non. On verra à la fin, la cause de la science, c'est un désir naturel de l'homme, de savoir, de connaître. Voyez donc dans ce paragraphe, bien écrit, eh bien il y a une confusion entre la cause et l'occasion. On pourrait dire, on dirait, n'est-ce pas, en termes techniques, qu'il y a comme un sophisme de l'accident. Je passe et j'en arrive au paragraphe suivant que je vous ai donné. Si nos sciences sont vaines dans l'objet qu'elles se proposent, elles sont encore plus dangereuses par les effets qu'elles produisent. Nées dans l'oisiveté, et vous voyez, il rajoute parmi les vices qui ont formé les sciences et qui ont formé les arts, c'est l'oisiveté. Et vous savez de ce qu'on dit de l'oisiveté, n'est-ce pas? Elle est la mère de tous les... Voilà. Donc, nées dans l'oisiveté, elles la nourrissent à leur tour. Et là, il y a un cercle vicieux au sens strict pour Rousseau. C'est-à-dire l'oisiveté qui est un vice engendre la science qui est pour lui un vice, et la science engendre l'oisiveté. La science nourrit l'oisiveté. Et la perte irréparable du temps est le premier préjudice qu'elle cause nécessairement à la société. En politique comme en morale, c'est un grand mal que de ne point faire de bien, et tout citoyen inutile peut être regardé comme un homme pernicieux.
Et donc un homme de science et un homme d'art, c'est un homme inutile pour lui, parce qu'il ne fait pas de bien. Le bien pour lui, c'est la vertu. Donc celui qui n'agit pas vertueusement est un homme inutile. Donc l'homme de science et l'homme d'art est un homme inutile. Et alors, je vous l'ai pas mis, je vous ai mis, je pense, des points de suspension là, mais il interpelle ici les philosophes de Lumière. Répondez-moi donc, philosophes illustres, vous par qui nous savons en quelle raison les corps s'attirent dans le vide. Enfin, et puis les scientifiques de son époque, n'est-ce pas? Répondez-moi, vous dis-je, vous de qui nous avons reçu tant de sublimes connaissances. Quand vous ne nous auriez jamais rien appris de ces choses, en serions-nous moins nombreux, moins bien gouvernés, moins redoutables, moins florissants ou plus pervers? Vous voyez, tout ce que vous nous apprenez, ça ne sert à rien pour la vertu. Voyez, c'est cela qu'il dit. Et derrière, vous voyez, parce que c'est un rapport qu'il établit entre l'art, la science et la dépravation des mœurs, derrière, il fait une défense de la vertu. Et la vertu, en fait, doit se passer de la science pour exister en l'homme. Et d'où la suite, là je vous l'ai mis. Revenez donc sur l'importance de vos productions, et si les travaux des plus éclairés de nos savants et de nos meilleurs citoyens nous procurent si peu d'utilité, dites-nous ce que nous devons penser de cette foule d'écrivains obscurs et de lettrés oisifs qui dévorent en pure perte la substance de l'État, qui se nourrissent au crochet de l'État. Que dirait-il aujourd'hui? Que dis-je, oisifs, et plût à Dieu qu'ils le fussent, en effet, les mœurs en seraient plus saines et la société plus paisible. Mais ces vains et futiles déclamateurs vont de tous côtés, armés de leurs funestes paradoxes, sapant les fondements de la foi et anéantissant la vertu. Là, les philosophes des Lumières sont quand même bien visés. Hein. Ils sourient dédaigneusement à ces vieux mots de patrie et de religion et consacrent leur talent et leur philosophie à détruire et à avilir tout ce qu'il y a de sacré parmi les hommes. C'est très bien dit. Hein. Le fondement est faux. Il s'oppose bien aux philosophes des Lumières. Il en voit bien quelques mauvaises conséquences, mais le fondement est faux. C'est ce qu'on verra ensuite. Bon, ensuite, il va donner quelques exemples. Et il continue, c'est la suite du texte que je vous donne. De quoi s'agit-il donc précisément dans cette question du luxe, de savoir lequel importe le plus aux empires d'être brillants et momentanés ou vertueux et durables? On est dans l'être et le paraître. Brillant, c'est le paraître. Et le paraître est superficiel, un jour il tombe. Donc les empires brillants sont momentanés. Et il l'a montré dans la partie, c'est une conclusion de ce qu'il a dit dans la partie précédente, quand il a parlé de l'Égypte, de la Rome, de la Grèce. Toutes sont tombées dans la décadence quand elles ont voulu être brillantes. Tandis que celui qui est vertueux est durable. Je dis brillant, mais de quel éclat? Le goût du faste ne s'associe guère dans les mêmes âmes avec celui de l'honnête. On vient toujours. Hein. Honnête, c'est la vertu. Il n'est pas possible que des esprits dégradés par une multitude de soins futiles s'élèvent jamais à rien de grand. Et quand ils en auraient la force, le courage leur manquerait. Continue, tout artiste veut être applaudi. Ensuite, il a une petite pique pour M. Voltaire, puisqu'il lui dit « Dites-nous, célèbre Arouet, combien vous avez sacrifié de beautés mâles et fortes à notre fausse délicatesse, ou à une petite vengeance aussi. » C'est ainsi que la dissolution des mœurs, suite nécessaire du luxe, entraîne à son tour la corruption du goût. Donc non seulement mauvaise mœurs, mais ensuite corruption du goût. Et on peut dire la boucle est bouclée. Hein. Et voilà le cercle vicieux, pardon. Alors une phrase que je ne vous ai pas mise. On ne peut réfléchir sur les mœurs qu'on ne se plaise à se rappeler l'image de la simplicité des premiers temps. Et voyez, on revient toujours à l'homme créé dans l'état de nature, pour lui. Tandis, et ça vous l'avez ce paragraphe, tandis que les commodités de la vie se multiplient, que les arts se perfectionnent et que le luxe s'étend, le vrai courage s'énerve. Les vertus militaires s'évanouissent, et c'est encore l'ouvrage des sciences et de tous ces arts qui s'exercent dans l'ombre du cabinet.
Donc la science et les arts engendrent la mollesse. C'est ce qu'il dit. Ensuite, il donne beaucoup d'exemples. Il parle des Goths, Charles VIII, les Romains, la Grèce. Et on arrive au paragraphe que je vous ai donné, peut-être l'un des derniers d'ailleurs. Si la culture des sciences est nuisible aux qualités guerrières, elle l'est encore plus aux qualités morales. C'est dès nos premières années qu'une éducation insensée orne notre esprit et corrompt notre jugement. Oui, c'est vraiment un réquisitoire contre la science, on pourrait dire, hein, et contre l'art. Je vois de toutes parts des établissements immenses où l'on élève à grands frais la jeunesse pour lui apprendre toutes choses excepté ses devoirs. Vos enfants ignoreront leur propre langue, mais ils en parleront d'autres qui ne sont en usage nulle part. Bon, aujourd'hui, hein, ils sauront composer des vers, alors ils ne savent plus aujourd'hui, qu'à peine ils pourront comprendre, ça ils savent, oui, ne pas comprendre. Sans savoir démêler l'erreur de la vérité, ils posséderont l'art de les rendre méconnaissables aux autres par des arguments spécieux. Mais ces mots de magnanimité, de tempérance, d'humanité, de courage, ils ne sauront ce que c'est. C'est vrai aujourd'hui, vous me direz rien. Ce doux nom de patrie ne frappera jamais leur oreille. Et s'ils entendent parler de Dieu, ce sera moins pour le craindre que pour en avoir peur. J'aimerais autant, disait un sage, que mon écolier eût passé le temps dans un jeu de paume, au moins le corps en serait plus dispos. Et la dernière phrase que je vous ai donnée de ce texte, de cette partie-là, de ce paragraphe, qu'ils apprennent à ce qu'ils doivent faire étant hommes et non ce qu'ils doivent oublier. C'est quand même bien tourné, hein. Alors, d'où viennent ces... Comment dire? D'où viennent cette hypocrisie et ces vices? C'est le paragraphe suivant que je vous ai donné. De l'inégalité funeste introduite entre les hommes par la distinction des talents et par l'avilissement des vertus. On n'en demande plus d'un homme s'il a de la probité, mais s'il a des talents. Ni d'un livre s'il est utile, mais s'il est bien écrit. Toujours paraître et être. Les récompenses sont prodiguées au bel esprit et la vertu reste sans honneur. Du coup, dit-il, il y a des savants, mais il n'y a plus de citoyens. Il n'y a donc plus de patrie. Ensuite, il dénonce aussi l'imprimerie. Une petite pique contre Hobbes, une autre contre Spinoza. Et juste avant la conclusion, je ne vous l'ai pas mis, c'est dommage d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Il ajoute ceci: mais si le progrès des sciences et des arts n'a rien ajouté à notre véritable félicité, s'il a corrompu nos mœurs, si la corruption des mœurs a porté atteinte à la pureté du goût, que penserons-nous de cette foule d'auteurs élémentaires qui ont écarté du temple des muses les difficultés qui défendaient son abord? Il est en train de défendre quelques auteurs de génie. Bon, je passe et j'y reviens juste après. Le texte s'achève par la dernière citation que je vous ai donnée. « Ô vertu, science sublime des âmes simples, faut-il donc tant de peine et d'appareils pour te connaître? Tes principes ne sont-ils pas gravés dans tous les cœurs? Et ne suffit-il pas pour apprendre tes lois de rentrer en soi-même et d'écouter la voix de sa conscience dans le silence des passions ?» Le thème abordé, j'y reviens juste après, ici, c'est la conscience. Vous vous souvenez, conscience, conscience, instinct divin. Voilà la véritable philosophie, c'est-à-dire rentrer en soi, s'écouter, c'est-à-dire écouter sa conscience qui nous dit ce que nous devons faire, c'est-à-dire agir moralement. Et sans envier la gloire de ces hommes célèbres qui s'immortalisent dans la République des lettres, tâchons de mettre entre eux et nous cette distinction glorieuse qu'on remarquait jadis entre deux grands peuples, que l'un savait bien dire et l'autre bien faire. Et c'est le dernier mot de ce... Alors, pour résumer,
Vous voyez, dans ce texte, on a quasiment un réquisitoire contre la science, contre les arts, qui sont nés du vice et qui ont comme conséquence une dégradation des mœurs. Ça, c'est vraiment la thèse de Rousseau, n'est-ce pas? Donc, s'il fallait répondre en un mot à la question qui est posée, c'est-à-dire, si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs, il faut dire non. Au contraire, le rétablissement des sciences et des arts, tant dans l'histoire que finalement dans l'étude de l'homme, nous manifeste qu'ils sont nés du vice, qu'ils ont comme conséquence le vice, et donc qu'ils sont étrangers à la vertu. Derrière ce réquisitoire contre la science et contre les arts, il y a une défense de la vertu chez Rousseau. Ça aussi, c'est indéniable, une certaine vertu. Ceci dit, il faut noter que Rousseau ne dit pas que toute science ou que tout art est mauvais. Mais il dit, alors je ne vous ai pas donné le paragraphe, mais en substance, il dit que la science et les arts doivent être réservés à une petite élite qui pourra conseiller ceux qui doivent, disons les chefs politiques, qui doivent avoir en vue la vertu de leurs concitoyens. Mais ces gens-là seront peu nombreux, parce qu'ils seront vertueux, et dans ce cas-là, la science, elle, et les arts ne naîtront pas du vice et n'engendreront pas le vice. Mais il n'y a qu'une élite qui est capable de le faire. C'est assez mystérieux d'ailleurs. Donc comme si c'était héroïque finalement, hein, pour dire les choses ainsi, d'être savant ou d'être artiste. C'est réservé à une élite, tandis que la vertu est réservée à tous. Et finalement, vous voyez, quand il oppose la nature à l'art, finalement, il oppose derrière la vertu au vice, en général. Donc, sauf exception, dit-il. Or, c'est très intéressant parce que là se situe le fondement de toute la philosophie, ensuite, si on peut dire de Rousseau, c'est que la nature et la vertu vont de pair. Autrement dit, l'homme naît naturellement bon, et la société fondée sur l'art et la culture le déprave. Et toute la thèse de Rousseau se trouve déjà impliquée dans ce discours, dans ce premier grand discours, hein, ce qui le révèle au monde. L'homme naît naturellement bon, et c'est la science, c'est-à-dire la politique, puisqu'il a opposé en même temps la nature aux politiques, qui vient dépraver l'homme de ce qu'il avait au début. Vous voyez, si on creuse, et vraiment, si on va assez peu, d'ailleurs, au-delà du texte, on retrouve là le fondement de toute l'œuvre de Jean-Jacques Rousseau. Il y a une corrélation entre l'homme créé et la vertu. L'homme est créé bon. Donc, vous voyez, il y a une opposition entre l'homme social et l'homme naturel. Entre l'être et le paraître, voilà, entre le vrai et l'hypocrite. Alors que faut-il dire? Derrière tout ça, il y a deux erreurs. La première, elle est théologique, c'est qu'il y a une négation du péché originel. Ça, c'est très clair, hein. Négation du péché originel. Et quand on a compris le péché originel, on comprend, enfin c'est théologique, c'est la foi qui le dit, on comprend que cette fois, le vice peut être occasion de la science à cause du péché originel qu'il y a en chacun de nous, c'est-à-dire de cette triple concupiscence, d'espèce de force qui va dans le mauvais sens malgré nous, vous voyez. Donc on peut comprendre que le vice soit l'occasion, mais il n'en est pas la cause. Vous voyez. Et on comprend malgré tout que l'occasion puisse être en chacun d'entre nous. Ça, Rousseau le voit bien. Mais au lieu de dire, justement, lui qui pourtant a reçu un peu de catéchisme quand il était en Italie, puisqu'il y est allé pour recevoir le baptême, au lieu de dire qu'il y a quelque chose de corrompu en nous, ce qu'on appelle le péché originel, en fait, la corruption qu'il y a en nous, dit-il, elle est extrinsèque. Et disons, elle vient de la politique, mais pas de la nature. Donc il nie que la nature de l'homme soit blessée. La nature de l'homme est bonne. Là aussi, de toute façon, on y reviendra sans arrêt, puisque c'est le fondement vraiment de toute la philosophie rousseauiste.
Et derrière cette négation du péché originel, enfin, peut-être non pas derrière, mais en plus de cette négation du péché originel, il y a une incompréhension de la nature de l'homme. Donc, quand bien même on voudrait parler de la nature de l'homme, il y a chez Rousseau une incompréhension de la nature de l'homme. Pourquoi? Parce que, quoi qu'il arrive, l'homme... Ah, on va effacer ça, tant pis. L'homme est un composé d'âme qui le fait vivre et de corps. Et de ce fait, l'homme, en étant rationnel, a une intelligence, une volonté, et on peut dire une liberté, et une sensibilité. Et tout ça, c'est naturel à l'homme. Vous voyez? Ce sont des facultés. Or, une faculté, qu'est-ce que c'est? C'est une capacité, une puissance. Quand on a la faculté de, on dit « je peux ». Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme a des facultés, c'est-à-dire qu'il a des possibilités. Et ces possibilités, pour se parfaire, il doit les accomplir. Celui qui peut faire quelque chose, il sera plus parfait en le faisant qu'en disant simplement « je peux le faire ». N'est-ce pas? Et la perfection de l'homme, c'est non seulement d'avoir ses puissances, mais c'est de les porter à leur propre perfection. La perfection de l'intelligence, c'est la science, c'est-à-dire le vrai. La perfection de la volonté, c'est la vertu, c'est-à-dire l'agir. Autrement dit, le bien. Mais ce bien, il faut le découvrir. Et vous comprenez que ce bien, on ne le découvre que si on le connaît. Et donc, il faut que l'intelligence ait déjà atteint le vrai, c'est-à-dire une certaine science, pour pouvoir découvrir le bien. Donc, on ne voit pas comment l'homme serait, pour Rousseau, naturellement vertueux s'il n'avait pas la science. Qui lui enseignerait la vertu? Et il n'y a qu'à regarder même dans sa propre vie. Et on pourrait demander à Rousseau, enfin à l'état de nature, c'est-à-dire à l'état d'enfance et d'adolescence, dans quel état il était. C'était pas glorieux. Il y a derrière, on voit bien le paranoïaque qu'il était, c'est que certainement il doit sentir en lui ces mauvaises choses qu'il a dû faire, un poids qui lui pèse, et à qui l'attribue-t-il plutôt que de se retourner en lui-même? Pour lui, sa conscience lui dit que c'est un instinct divin. S'il n'avait écouté que sa conscience, il aurait été bon, c'est sûr, mais la société l'a dépravé. C'est facile. Et la sensibilité que nous avons, eh bien, elle engendre par l'intelligence et la volonté l'art. Voyez? Et l'art est double d'ailleurs. Bon. Il y a les beaux-arts, et puis il y a ce que l'on pourrait appeler l'artisanat, c'est-à-dire l'utile. Or tout cela, ça rentre dans l'unité de l'homme, âme et corps, voyez? Donc finalement, il y a derrière la philosophie là, de Rousseau, non seulement cette négation du péché originel, cette erreur de dire que la nature est naturellement bonne, c'est-à-dire vertueuse, mais en même temps une exagération de la place de la volonté au détriment de la sensibilité et de l'intelligence, tout simplement. Donc il y a comme chez Rousseau une espèce de volontarisme au détriment de l'intelligence et de la sensibilité. Et c'est une incompréhension de ce qu'est l'homme. D'ailleurs, il est certainement, vous savez, Rousseau souffrait de calcul, donc je pense qu'il devait être assez content d'avoir un bon médecin qui avait une vraie science, quoi. Donc ils n'ont pas toujours soulagé, il faut bien dire. Mais voyez, il a beau parler de la nature de l'homme, en fait il ne la connaît pas.
Et donc ici, il y a une ignorance hein, chez Rousseau, ça c'est clair, mais là où lui disait heureuse ignorance, eh ben, pauvre Rousseau, avec son heureuse ignorance, il nous amenait en bateau n'importe où. Il a fait dire n'importe quoi. Donc en fait, l'ignorance de Rousseau n'est pas très heureuse. Elle est plutôt malheureuse et lui-même a été malheureux. Il en a été malheureux. Donc voilà ce qui se cache comme erreur derrière. On peut même résumer d'une seule... Pour montrer l'unité, on distingue habituellement les différentes sciences. Et la science a deux buts. Soit elle veut connaître pour connaître, soit elle veut connaître pour agir. Et quand elle agit, elle va agir sur quelque chose, soit elle agit sur soi, pour agir sur soi, soit elle agit sur un autre objet. Mais là, on redit la même chose. Connaître pour connaître, c'est ce qu'on appelle la science. Connaître pour agir sur soi, bien agir sur soi, c'est se réformer. C'est vraiment la morale ou les mœurs, les bonnes mœurs. Et connaître pour agir sur un autre, c'est ce qu'on appelle l'art à proprement parler. Vous voyez ? Et là, on montre bien l'unité qui existe entre science, mœurs et art. Il s'agit de sciences dont les fins sont diverses. Dont les fins sont diverses. Vous voyez ? Donc on voit que la cause de la science, ce n'est pas le vice, c'est l'intelligence qui est une puissance et qui veut obtenir son objet. Vous voyez ? Comme un poumon veut respirer de l'air. Vous voyez ? La cause de la vertu, c'est la volonté, mais la cause du vice, c'est aussi la volonté qui ne va pas dans la bonne direction. Et la cause de l'art, c'est la sensibilité, qui veut aussi trouver un certain épanouissement dans ce qu'on appelle le beau, c'est-à-dire ce qui plaît à voir, enfin ce qui plaît au sens, n'est-ce pas ? Ce qui est agréable à connaître. Comprenez ? Donc la véritable cause de l'art et de la science n'est pas, comme il l'avait dit, le vice. La véritable cause, c'est la nature de l'homme. Donc en fait, il y a chez Rousseau une méconnaissance totale de ce qu'est l'homme, naturellement. D'où ces conclusions fausses. Bon, après il aurait été intéressant de parler de l'art dans la vie politique, finalement, mais on n'a plus le temps. Voilà, je m'arrête là pour ce discours. Vous avez l'essentiel du discours, si vous voulez, avec les principaux paragraphes, et puis ce qu'il faut en dire, tout simplement. Voilà, merci bien.